c'est bon. Alors voilà, c'est fait, ils l'ont fait. L'article 1 du texte de la bioéthique qui prévoit l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes seules et aux couples de femmes lesbiens, enfin aux femmes seules et aux couples de femmes, a été voté ce vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Donc réforme que je vais vous empresser de critiquer et de démonter selon 3 angles d'attaque. Donc je ne pourrai pas tous développer vu que j'ai que 5 minutes, mais que je le ferai après. D'abord de 1, l'illégitimité de la loi. 2, l'esprit marchand et la désacralisation de la naissance qu'il peut y avoir derrière. Et 3, son inutilité aux yeux de la population française. Bon, d'abord, son illégitimité. En effet, cette loi qui normalement devait faire l'objet d'une consultation du peuple n'a pas eu lieu. Nous avons eu à la place des débats sur la bioéthique mis en place par le gouvernement qui tirait au sort plusieurs citoyens et spécialistes, donc des médecins, des scientifiques, des biologistes, dont l'avis consultatif serait néanmoins, d'après les dires du gouvernement, pris en compte. On a pu observer parmi les membres qui composaient ce débat qu'ils furent assez partagés sur la PMA. 50-50, une moitié était pour, une moitié était contre, il n'y avait pas de tendance qui se prononçait. Aucune majorité claire, traduisant une division de la société française sur le sujet. J'aimerais avoir les chiffres, tu me le diras après, j'aimerais avoir la source des chiffres qui disent qu'une majorité des Français sont pour la PMA. L'Académie de médecine et les collectifs de médecins n'ont pas été pris en compte et cette assemblée n'a pas été prise en compte. Même les francs-maçons étaient divisés sur ce sujet. C'est dire, quand même, normalement, ils sont tous d'accord. Mais le gouvernement n'en a cure, ce qui prouve que dans tous les cas, la loi allait passer avec ou sans débat. D'ailleurs, Macron n'avait en aucun cas précisé dans son programme qu'il allait mettre en place la PMA si le peuple votait pour lui. Donc de dire que le peuple n'a pas le droit de se plaindre s'il s'exprime, bah moi ça me fait doucement sourire quand même. La preuve, Macron disait bien sur RTL en 2016, on s'en fout du programme tant qu'il y a une vision. Ah non, du coup c'est très facile de raconter des cracks aux électeurs, puis de dire aux gens d'arrêter de se plaindre, c'est bon, vous avez voté, voilà, vous vous plaignez pas. Mais revenons maintenant à cette session de vote. Donc le vendredi, les Républicains, le FN, les sans-étiquette ont voté contre. Ce qui fait beaucoup de voix, alors même que le nombre de députés total ce jour-là s'élevait à moins d'une 60aine. Ce qui prouve quand même un dysfonctionnement de nos institutions. Pour un débat de cette importance, pour moi, les 577 députés devraient être présents. C'est la moindre des choses. Le gouvernement avait donné un avis favorable, et le président, donc M. Ferrand, qui aujourd'hui est impliqué dans certaines affaires, était pour, et de toute façon, quoi qu'il y avait des gens qui levaient la main et tout ça, il les a à peine regardés et bam, la motion est adoptée. Les membres de l'opposition ont demandé une suspension de séance de 2 minutes, mais le problème, c'est que ce temps, il est pris sur leur temps programmé aux députés. Pas le temps pour un réel débat, alors que les députés ont besoin de ce temps pour examiner les autres articles de cette loi. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul article. Il y a le 3, le 4, le 5, je crois qu'il doit y en avoir une dizaine ou une vingtaine. Bref. En gros, l'Assemblée nationale, c'est devenu une chambre d'enregistrement, quoi. Ça me fait un peu penser au Reichstag sous le Troisième Reich ou à la Chambre des corporations dans l'Italie fasciste, quoi. C'est, allez hop, on fait passer des lois, on n'a même plus le temps de débattre, quoi. Sachant en plus l'effet psychologique sur certains députés LREM qui n'ont pas pu voter en âme et conscience, puisque après, il y avait la nomenclatura de LREM qui disait soit on est d'accord avec le président, soit vous dégagez. Un tweet d'ailleurs a été fait par le président des jeunesses LREM lorsque la députée Carbonari a prononcé un magnifique discours contre la PMA. Il a dit sur Twitter, soit on est d'accord avec le président, soit on dégage. Ah voilà, et Agnès Thiel aussi, s'est fait virer. Donc voilà, pour moi, l'illégitimité de cette loi. Mais il reste aussi d'autres paramètres, le caractère marchand et la malfaisance qu'il peut y avoir derrière cette loi. Cette loi, donc, qui a été votée dans la précipitation, je vous l'ai précisé, témoigne du fait que la loi, ça vient des libéraux, forcément. On reproche toujours à la droite de n'avoir rien appris du passé, mais les libéraux, ils réclament des libertés sans même prendre en garde les gens qui vont s'en servir. Voilà. Et après, on nous dit, c'est Benjamin Constant, c'était un libéral au XIXe siècle, qui disait « Il n'y a qu'un remède contre la licence, c'est la liberté ». Bref, empêcher l'autorisation par la liberté, ce qui est un non-sens absolu. Voilà. L'aspect libéral du texte. Tu vas arriver sur la fin.
Sur le contenu, on nous parle d'émancipation. Bon, déjà, émancipation de quoi? J'aimerais bien le savoir. Si c'est de la nature, bon, on vient quand même de la nature, voilà. Et c'est pas une question d'égalité. C'est un acte médical d'abord, la PMA. La PMA, c'est pour aider les femmes à être en couple. J'aimerais répondre à Simon. Simon qui posait la question à Naïm sur en quoi ça concernait la GPA, en quoi ça le concernait lui qui n'était pas concerné. Ouais, PMA. Même si c'est lié. Et moi j'aimerais déjà lui répondre. Primo, déjà, ce sera remboursé par la Sécu. Bah oui, ce sera remboursé par la Sécu. Agnès Buzyn, donc notre ministre de la Santé, l'a précisé dans toutes les radios. Donc du coup, déjà qu'on fait payer le contribuable français, et qu'en plus, le trou de la Sécu est abyssal, bah là, on va faire que l'alimenter. Et les impôts et les cotisations sociales vont augmenter, forcément. Ensuite, j'aimerais préciser, donc deuxième conséquence, donc ça, c'est pas réellement impacté par la PMA, mais l'infertilité chez les couples hétérosexuels augmente dangereusement dans notre pays. Ça, il faut en prendre conscience. Et c'est dû à un mode de vie consumériste et à la pollution de l'air, à la pollution des eaux, la présence de plastique dans les produits qu'on mange, qu'on consomme, tout ça. Mais également à l'emploi chez les femmes. Les femmes vont très tôt à l'emploi, ce qui fait que, comme les femmes travaillent, ça les incite à faire des enfants de plus en plus tard. C'est carrément la soumission totale du corps de la femme au modèle économique. Voilà. Et là, c'est un scandale de santé publique. C'est un scandale de santé publique. L'État devrait d'abord être en priorité, régler ces problèmes de pollution et de problèmes sociaux, plutôt que de développer des technologies annexes qui ne concernent qu'une petite partie de la population. Ça me paraît évident. Et enfin, il y a un risque de dérive eugéniste. Pourquoi? Parce que maintenant, on sait qu'on peut très bien faire naître par conception in vitro des bébés génétiquement modifiés. Maintenant que le bébé est séparé du corps de la femme, il est à disposition des scientifiques, des biologistes, de n'importe qui. On peut modifier la structure d'un enfant, c'est possible. Et ça a été fait par un Chinois qui a fait naître par conception in vitro 2 jumelles et a modifié leur ADN et les a implantées dans le corps d'une femme. Ça, c'est réel, ça. Ça, c'est l'actualité. C'est pas un délire conservateur, c'est la réalité. En Chine, non. Parce qu'en Chine, ça pourrait très bien arriver chez nous. Ensuite, alors, j'avais aussi... on est capable de modifier le corps des bébés. Ça vient de quoi? Ça vient de quel régime? Ça vient du régime nazi, ça. Non, mais voilà, j'ose le préciser. C'est possible, c'est possible. Et la technologie, aujourd'hui, l'influence qu'a la technologie entraîne notre vision vers ça, vers une idéologie du progrès vide de sens. Et la dérive du bébé médicament aussi. Parce que lorsqu'un enfant est malade, on peut demander une sélection d'embryons compatibles pour qu'il puisse donner son sang, ou sa moelle, ou des organes, à son frère qui est malade, ou sa sœur. Et donc, ça fait du coup une réserve de dons d'organes gratuits. On entretient le marché comme ça. Voilà, une autre mécanique. On l'a fait une fois en France, mais on n'a pas prévu cette procédure dans la loi. On l'a prévu. On a prévu cette procédure dans le texte de loi, et ça prouve bien qu'il y a une mentalité qui évolue, et pas forcément dans le bon sens, comme pourraient le croire certains. Je finis. Aussi, il y a un livre qui a été publié par Blanche Strebe. C'est une médecin en pharmacie qui a publié un livre « Bébé sur mesure ». Donc, c'était l'année dernière, en 2018. Et on a fait un recensement des enfants qui sont nés de PMA. On a recensé de nombreux cas de malformations cardiaques, de malformations urogénitales, de prématurés surreprésentés dans cette catégorie d'enfants. Personne n'en parle, évidemment. Les parents ne sont pas informés, car l'État est soumis au lobby, au marché. Oui, le marché existe, puisque la technique s'est développée à l'étranger, à Chypre, en Grèce, en Russie, aux États-Unis. On est capable de faire ça aussi.
Et il y a aussi également une tendance des bébés nés par PMA d'infertilité. Les entreprises créent ainsi une demande future, puisque comme cette nouvelle génération sera infertile, on pourra reproposer de la PMA pour alimenter le marché, tout simplement. En vue des techniques d'assistance médicale, ça existe. Si, c'est écrit dans le texte. Dès lors qu'il y a gain, il y a profit. Donc s'il y a profit, il y a production. Donc production de gamètes. Donc toute une industrie qui développe sur ça. Vous, la gauche, vous voulez la mort... Non mais, je termine. Vous voulez la mort des accapareurs et en même temps vous voulez la liberté. Mais c'est la liberté qui permet aux accapareurs de prospérer. C'est la liberté qui permet aux capitalistes de pouvoir s'enrichir, de pouvoir créer de nouveaux marchés par la drogue, le sexe, les jeux, tout ça. Depuis mai 68, si. Les libéraux libertaires, ouais, comme Bendit, bah si, ça existe. Non, j'aurais autre chose à dire. Non. Ensuite, alors on parlait, je ne sais plus comment tu t'appelles, tu avais fait sur l'adoption. Oui, l'adoption. Bon, l'adoption, moi je ne suis pas forcément contre. Voilà, tant qu'il y a un cadre solide et tout ça, il n'y a pas de problème. Après, le danger, c'est de faire naître des enfants sans père et sans mère. Enfin, sans père, dans ce cas-là. Parce que chaque parent, il y a eu des études, il y a eu un rôle dans le développement affectif et social de l'enfant. La maternité, ça forme un cercle. L'enfant est lié à sa mère. Donc la mère va permettre à l'enfant de développer son regard sur soi, son introspection, tandis que le père est extérieur à la relation mère-enfant, puisque ce n'est pas lui qui enfante l'enfant, ce n'est pas lui qui le porte dans son ventre. Et bien lui, il va développer plutôt des relations avec la relation à l'autre de l'enfant, la relation à l'autre. Ça, c'est important aussi. Et aussi, on dit l'enfant, il n'a pas à s'occuper, tout ça. Si les parents l'ont voulu, ils l'ont voulu. Ben non, l'enfant aussi a le droit à avoir de bonnes conditions d'hébergement. C'est pas du libre avis des parents qui vont décider. Et moi, je me demande si c'est vraiment une émancipation on nous parle de progrès, on nous parle le progrès. Le progrès, aujourd'hui, on l'emploie comme un mot valise dans les meetings politiques, que ce soit Emmanuel Macron, la France Insoumise ou les Républicains. Mais est-ce que c'est réellement le progrès de vouloir dépendre d'une technique, de la technologie de plus en plus? Est-ce que c'est vraiment ça, le progrès? Je vous remercie. Avec mon bras, nous chantons.